Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Juste pour confirmer que tout marche. Salut Julie. Très bien. Alors, on va attendre un tout petit peu avant de commencer l'événement pour que tout le monde puisse se connecter. Donc, on est aujourd'hui avec notre partenaire, donc Promis, et on va aborder le sujet des prévoyances pour tout savoir donc sur les assurances prévoyance. Et vous allez pouvoir aussi poser toutes vos questions à l'équipe Promis. Donc, avec moi, il y a Antoine, Olivier et Marie. Et je vous laisserai vous présenter juste après. Et on va attendre encore peut-être quelques secondes avant de commencer. Est-ce que vous voyez bien la présentation d'ailleurs, juste pour confirmer? Bonjour Thibaut. Bon, on va pouvoir commencer. C'est bon pour toi, Antoine, si on commence? Parfait. Ok. Parfait. Alors, juste une petite intro. Donc, merci encore une fois à notre partenaire, donc Promis, pour nous proposer en tout cas ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, on va parler des prévoyances. C'est un sujet qui revient très souvent au sein de notre communauté, auprès des ostéopathes. Que ça soit pour les jeunes diplômés donc qui vont souscrire à leur première prévoyance, mais aussi pour des ostéos dont nombreux d'entre vous qui sont déjà installés et qui souhaitent voilà, soit renégocier leur contrat, revoir un petit peu leur contrat parce que leurs besoins ont changé et autres. Et le monde des assurances, c'est un monde qu'on ne connaît pas forcément parfaitement en tant que professionnel libéral, ce qui est tout à fait normal, ce n'est pas votre cœur de métier. Donc l'idée du webinaire d'aujourd'hui, c'était aussi d'aborder toutes ces questions, de vous présenter de manière simple de quoi on parle lorsqu'on parle prévoyance, ce à quoi vous avez droit, à quoi sert une prévoyance. Et donc, c'est pour ça qu'on a invité donc, Promis à nous présenter tout ça. Juste pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, c'est Alexandre, je suis un des associés de ImiCare. Et chez ImiCare, on a édité un logiciel de gestion qui s'appelle Milou à destination des ostéopathes. Et notre but, c'est de vous accompagner, vous ostéopathes, dans le développement de votre activité, dans la gestion de votre activité au quotidien. Et je laisse la parole donc à Antoine et Olivier. Bien, merci beaucoup Alexandre pour cette introduction. Bonjour à tous, merci beaucoup de vous connecter. Effectivement, la prévoyance, c'est un sujet extrêmement important. C'est probablement le sujet de protection sociale le plus clé pour les indépendants et pour les ostéopathes encore plus. Je vais vous expliquer bientôt pourquoi. Quand on parle de protection sociale, donc ça regroupe un peu trois choses. C'est l'accès à la santé, donc avec à la fois la prise en charge de la sécurité sociale, mais aussi des complémentaires santé pour le remboursement, un meilleur remboursement des soins. Ça couvre les problématiques de retraite, dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais c'est des choses qu'on pourrait être amené à aborder dans un autre webinaire, pourquoi pas, si vous y êtes intéressé. Et le sujet de la prévoyance, en gros, qui est toute la problématique du maintien de votre revenu en cas d'arrêt de travail, d'invalidité, ou la protection de votre famille quand vous en avez une ou vous avez des personnes à charge si vous décédez. Donc c'est un sujet qui est extrêmement important puisque on s'imagine toujours en France qu'il y a tout un tas d'amortisseurs sociaux dans tous les sens qui font que si on ne peut plus travailler, qu'on n'a plus de chiffre d'affaires, qu'on n'a plus de revenus, en fait, il y a certainement tout un tas de choses qui existent. C'est malheureusement pas vrai et ça l'est encore moins pour les ostéopathes qui êtes affiliés à la CIPAV. Je vais revenir dessus. Donc effectivement, vous êtes tous autour de la table ostéopathes. Donc vous êtes affiliés par défaut et de façon obligatoire à une caisse, donc un régime un petit peu spécial qui s'appelle la CIPAV. Donc la CIPAV, c'est votre régime de base qui a deux missions principales. La première mission, première d'ailleurs, c'est de gérer votre retraite. Donc, on pourrait être amené à en parler aussi, mais vous avez une retraite de base et une retraite complémentaire. Et la deuxième mission, c'est de vous proposer un régime d'invalidité-décès
donc de prévoyance, mais dont on va faire le tour aujourd'hui et vous allez vous rendre compte que c'est une base de la base, mais qui est extrêmement insuffisant. Voilà. Donc, c'est les deux missions de la CIPAV. Donc, effectivement, alors, voilà, ce que c'est que la CIPAV, alors, vous êtes très nombreux à la CIPAV, hein. Il y a à peu près 500 000 personnes en France qui sont cotisants à la CIPAV. Alors, historiquement, c'était potentiellement encore beaucoup plus, puisque jusqu'à il y a 2 ans, en fait, la CIPAV intégrait aussi tous les micro-entrepreneurs. La CIPAV a été recentrée il y a 2 ans, en 2019, sur un certain nombre de professions, donc les ostéos, les architectes, les métiers du conseil, enfin voilà, il y a un certain nombre de professions. Vous êtes encore 500 000 cotisants auprès de cette CIPAV. Et donc, on va se concentrer aujourd'hui sur le régime invalidité décès de la CIPAV. Alors, vous le savez peut-être, en fait, quand vous vous êtes inscrit auprès de la CIPAV, vous avez eu le choix de cotiser à ce système invalidité décès où il y a 3 niveaux possibles, classe A, classe B ou classe C. C'est des niveaux qui ne dépendent pas de votre revenu, hein. Il y a un certain nombre d'autres régimes où en fait on cotise de façon automatique en fonction de son revenu. Là, ce n'est pas le cas. Vous avez fait le choix de cotiser en classe A, classe B ou classe C. Alors, classe A, vous payez un peu moins de cotisation, puis vous êtes un tout petit peu mieux couvert. Classe B, un peu plus de cotisation et vous êtes un peu mieux couvert. Et classe C, encore un peu plus et vous êtes encore un petit peu mieux couvert. On va rentrer dans les chiffres de ça. Donc, la prévoyance, en fait, qu'est-ce que c'est la prévoyance? La prévoyance, c'est 3 choses. C'est pas beaucoup plus que ça. La première chose, c'est de couvrir ce qu'on appelle l'incapacité. Donc, en fait, l'incapacité, c'est quand vous ne pouvez plus travailler de façon temporaire. C'est ce qu'on appelle en langage de tous les jours un arrêt de travail. Et là, il va se passer plusieurs choses quand vous ne pouvez plus travailler. La première chose, c'est que vous générez plus de chiffre d'affaires. Et donc, il se passe que non seulement vous n'avez plus de revenus, mais que pour autant, vous avez des frais qui continuent à courir. Et donc, il va falloir vous poser la question de comment est-ce que vous arrivez à maintenir votre activité, donc continuer à payer vos frais éventuels de locaux, peut-être de secrétariat ou de choses comme ça, et en même temps continuer à protéger vos revenus. La deuxième chose, c'est l'invalidité. Donc l'invalidité, c'est un arrêt de travail, mais très long, puisqu'en fait, vous êtes considéré comme invalide. On va rentrer un tout petit peu dans le détail, mais on peut être plus ou moins invalide aussi. Autant l'arrêt de travail, c'est assez simple, on est arrêté ou pas arrêté. Autant l'invalidité, on peut être plus ou moins invalide. Donc, c'est un sujet qui est un petit peu plus compliqué à aborder, un petit peu plus technique. Et le troisième pan de la prévoyance, donc l'incapacité, l'invalidité, le troisième pan, c'est le décès. Donc, le décès, c'est qu'est-ce qu'on laisse derrière soi quand on meurt et qu'on est le cas le plus évident quand on est charge de famille, enfin, qu'on a un conjoint, des enfants ou des parents à charge ou des collatéraux à charge, etc. Ah ben voilà, qu'est-ce qui se passe On va commencer, donc effectivement, donc reprendre un peu, là c'est ce que je vous disais, donc quand en fait vous êtes en arrêt de travail, il y a ce qu'on appelle des indemnités journalières qui vous sont versées par votre régime de base, donc par la CIPAV en l'occurrence, donc ça vient compléter, enfin ça vient pallier votre absence de revenus, d'accord. En cas d'invalidité, là c'est ce que je vous disais, vous avez une rente qui vous est versée et qui dépend de votre niveau d'invalidité. Donc, le niveau d'invalidité, c'est le jour où vous constatez une invalidité, il y a une expertise qui est faite par un médecin conseil qui va déterminer votre taux d'invalidité. Et en cas de décès, là, effectivement, il y a un capital décès qui vous est versé. Sans plus de détours, on va vous présenter un petit peu ce que vous propose la CIPAV. Tant que la slide passe, voilà. Donc, premier cas, l'arrêt de travail. Alors, c'est très, très facile parce que la CIPAV ne vous verse rien. Voilà. Donc, que vous soyez malade, que vous ayez eu un accident, que vous soyez hospitalisé, vous n'avez strictement aucune indemnité en provenance de la CIPAV qui vous est versée en cas d'arrêt de travail. Deuxième cas, l'invalidité. L'invalidité, donc ça dépend, comme je vous ai dit, de votre taux d'invalidité. Donc, en fait, il y a un médecin qui va définir votre taux d'invalidité. Et là, en fonction de votre classe de cotisation, comme vous le voyez, en fonction de votre classe de cotisation et de votre taux d'invalidité,
eh ben, vous allez toucher une rente jusqu'à l'âge de départ à la retraite qui va aller pour la plus petite rente, c'est-à-dire si vous cotisez en classe A et que vous êtes invalide à 66%, ce qui est déjà beaucoup, hein, vous allez toucher 289 euros par mois. Et la plus grosse rente, c'est si vous êtes invalide à 100%. Donc là, c'est véritablement une invalidité, ce qu'on appelle totale. Donc c'est absolument dramatique. Et que vous avez cotisé en classe C, là, vous allez percevoir une rente de 2192 euros par mois. Si vous êtes invalide à moins de 66%, vous ne percevez rien de la CIPAV. Il faut quand même que vous sachiez que invalide à 66%, c'est déjà une invalidité relativement lourde. Et par conséquent, en fait, il convient de bien avoir en tête que vous n'êtes couvert par la CIPAV qu'en cas d'invalidité très très lourde. Voilà. Je vois une question effectivement sur ce qui s'est passé depuis juillet sur la modification pour les arrêts de travail. C'est la slide juste après, j'y viens. Mais en l'occurrence, ce n'est pas la CIPAV. Là, je suis véritablement sur ce que propose la CIPAV. Merci beaucoup, Laurie, pour la question. Et le troisième pan, c'est en cas de décès. Voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est fonction de votre classe de cotisation. Donc, vous voyez, vous avez un capital d'essai qui est malheureusement relativement faible s'il convient que ça vienne protéger vos conjoints et vos enfants. Donc, il va entre 15 780 euros et 79 000 euros presque. Et une petite rente qui est versée à destination de vos enfants et de votre conjoint. Alors, effectivement, sur les arrêts de travail, mais ce n'est pas propre à la CIPAV, depuis juillet 2021, vous avez peut-être entendu parler d'une réforme qu'on appelle communément l'UNAPL, donc c'est l'Union nationale des professions libérales, en fait, qui a négocié avec les pouvoirs publics la mise en place d'un régime un peu complémentaire à celui de la CIPAV, qui vise à assurer une couverture des arrêts de travail les 3 premiers mois d'arrêt de travail. Donc, entre le 4e jour d'arrêt de travail et le 90e jour d'arrêt de travail. Donc, vous avez peut-être vu, vous payez un tout petit peu plus de cotisation, vous payez une petite cotisation supplémentaire dans vos cotisations de sécu, et vous avez effectivement le droit à une couverture d'arrêt de travail ces 3 premiers mois, qui est de la moitié de votre BNC. Donc, le BNC, en fait, c'est votre revenu net imposable moyen des 3 dernières années. D'accord ? Donc, avec un plafond qui est relativement élevé pour le coup, un plafond de 5 100 euros par mois et un minimum de 660 euros par mois. Donc, ça, c'est quelque chose qui vient en plus de la CIPAV. Donc, ça, ce n'est pas versé par la CIPAV, mais effectivement, c'est quelque chose de nouveau. Ce qui fait que pour ceux d'entre vous qui avaient un contrat de prévoyance complémentaire, on va y venir, perso, et ben en fait, il a fallu probablement le revoir un petit peu, parce que s'il garantissait vos arrêts de travail les 3 premiers mois, maintenant vous bénéficiez par défaut, comme toutes les professions libérales de France, de cette nouvelle disposition dite une APL. Une question de part de Mathilde. Ouais. Qui dit, je te laisse lire si tu veux. Sur quelle base est calculé si on a travaillé depuis moins de 3 ans? Alors effectivement, c'est un petit peu compliqué. Alors si vous avez travaillé préalablement en tant que salarié ou d'autres régimes les 3 années précédentes, on retient vos revenus nets des 3 années précédentes. Si c'est votre début d'activité, alors aujourd'hui, de vous à moi, c'est un petit peu le bazar dans la mise en œuvre de cette nouvelle réforme. Donc, il y a beaucoup de problèmes en fait d'indemnisation. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en arrêt de travail et qui n'arrivent pas à se faire indemniser. Mais la règle théorique, c'est que les 12 premiers mois, vous n'y avez pas droit. Et qu'au bout de 12 mois, dans ces cas-là, c'est la moyenne des 3 dernières années ou des 12 derniers mois. D'accord ? Donc, effectivement, quand vous avez moins de 3 ans d'ancienneté et que c'est votre début d'activité, c'est-à-dire que vous n'avez pas été salarié préalablement, c'est les 12 derniers mois qui font foi pour le paiement de cette indemnité-là. Juste pour être clair, désolé, je te coupe Antoine, mais pour les jeunes diplômés, donc ceux qui vont commencer leur activité cette année, donc sur leur première année d'activité, ils ne sont pas couverts par cette réforme-là. Non. Non. Il faut avoir cotisé pendant au moins 1 an pour pouvoir y bénéficier. Oui. Alors, sachant que les décrets d'application sont pas du tout clairs là-dessus, et donc nous aujourd'hui on constate beaucoup de problèmes de ça. C'est-à-dire que la façon la plus clean
de régler la question, c'est les 3 premières années, de prendre une prévoyance complémentaire qui réglera cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai flou à ce niveau-là qui n'est pas stabilisé. Ok. Alors là, on va faire deux cas un peu simples que vous ayez en tête. Donc le premier, c'est effectivement Thomas, donc ostéo, 27 ans, qui a un chiffre d'affaires de 32 000 euros et qui cotise en classe B. Donc effectivement, quand on regarde un petit peu ce dont bénéficie ce Thomas, un peu théorique, jusqu'au 90e jour, théoriquement, effectivement, voilà, par son régime de base, la moitié de son revenu net. Donc, son revenu net étant son chiffre d'affaires moins ses charges sociales, donc le BNC, le revenu net avant impôt sur le revenu, donc la moitié de cela. Bien entendu, ses frais pro, donc à la fois la prise en charge de ses charges sociales, mais aussi la prise en charge de ses frais de fonctionnement, etc., zéro. Donc Thomas, avec ses 920 euros, il va falloir aussi, s'il engage des frais, qu'il puisse faire face à ses frais. Donc en gros, ça viendra imputer d'autant son revenu perso. S'il est invalide, Thomas, à 66%, il percevra 868 euros par mois pour vivre toute sa vie, et à 100%, 1315 euros par mois. Et en cas de décès, il laissera derrière lui 47 340 euros. Alors, je vous fais grâce d'un petit truc qui s'appelle PTIA. Il faut savoir que le capital décès, dans certains cas, quand on est véritablement plus encore qu'invalide, il y a ce qu'on appelle la perte totale et irréversible d'autonomie. C'est véritablement quand on n'est absolument plus capable d'opérer aucun acte de la vie quotidienne sans l'assistance d'une tierce personne. Le capital décès peut être débloqué pour la personne elle-même, en fait, pour l'aider à faire face à ses propres besoins. Donc, on peut être bénéficiaire de son propre capital décès même sans mourir. Enfin, voilà, c'est les cas les plus extrêmes. Donc, 47 340 euros. Mais ça veut juste dire que Thomas, même s'il n'a pas d'enfant et qu'il n'a personne à charge, pour autant, il pourrait être amené, dans certains cas extrêmes, à avoir lui-même besoin de cet argent. Petite question, Antoine, désolé, une question bête, mais comment est-ce qu'on définit le taux d'invalidité ou qui le définit? Alors, ce sont des expertises médicales. Donc, en gros, à la fois la caisse et l'assureur privé peut être amené en fait à mandater. Donc, il peut y avoir même parfois contestation de ce taux-là et puis contre-expertise. Donc, c'est des démarches qui prennent beaucoup de temps aussi, j'imagine. Non, pas Okay. spécifiquement. Alors après, il y a, et ça on le verra principalement pour les contrats privés, et vous avez peut-être entendu parler d'invalidité professionnelle, invalidité fonctionnelle, etc. Bon, je fais une petite digression là-dessus parce que c'est un point qui est extrêmement important. Il y a deux façons d'apprécier l'invalidité. Ça veut dire quoi être invalide quand on est ostéopathe? Bon, le cas le plus évident, c'est par exemple le rapport au doigt. Quand on se coupe de doigts, par exemple, de sa main maître, eh bien, pour quoi qu'on fasse dans la vie, c'est la même invalidité fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on a perdu deux doigts, on a perdu l'usage de deux doigts. En revanche, en fonction de son métier, ça va plus ou moins empêcher l'exercice de son métier. Donc, en fait, l'invalidité fonctionnelle, c'est à quel point notre corps est affecté. Et ça, quoi qu'on fasse dans la vie, en fait, un corps, c'est un corps. Et l'invalidité, ce qu'on appelle professionnelle, c'est l'impact que ça a sur l'exercice personnel du métier qu'on exerce. Et là, par conséquent, pour un ostéopathe, effectivement, le fait de perdre l'usage d'une main est beaucoup plus invalidant que pour, par exemple, un avocat. Okay. Il pourrait continuer à exercer. Donc ça, donc en fait, donc il y a une expertise, et cette expertise repose sur des règles d'appréciation de l'invalidité qui tiennent compte de la profession aussi dans ce qu'on appelle l'invalidité professionnelle. Très bien, merci. Ok, donc là, effectivement, il y avait une question qui est passée tout à l'heure sur combien ça coûte une prévoyance. Eh bien, typiquement pour Thomas, si on veut qu'en fait, il ait 100% de son revenu qui soit garanti en cas d'arrêt de travail, qu'il puisse aussi faire face à ses frais professionnels pendant 2 ans, donc qu'il n'ait pas besoin en fait de mettre en péril son activité ou le paiement de ses charges sociales ou d'avoir super provisionné tout dans tous les sens
puisque comme vous le savez, vos charges sociales sont appelées sur vos revenus de N-1. Donc, même si vous n'avez plus de revenus, vous continuez à être appelé de vos charges sociales et tout ça. En cas d'invalidité, pareil, nous, notre préconisation, c'est dès qu'on est invalide à 66%, il faut que le revenu soit garanti à 100%. Et en cas de décès, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, on peut être soi-même bénéficiaire de son capital décès. Donc, c'est important, même si Thomas n'a pas d'enfant, de mettre de côté à peu près 2 ans de revenus en capital décès. Donc là, typiquement, ça coûterait à ce Thomas 86 € par mois. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce 86 € par mois est une charge également. Donc, en fait, ça va venir d'autant diminuer votre assiette d'imposition. C'est une charge déductible. D'accord ? Donc, le coût net de cette assurance n'est pas de 86 € par mois. Deuxième cas d'exercice, donc Marie, 35 ans, alors là avec une famille, donc 2 enfants en bas âge, qui a son propre cabinet, donc qui a probablement des charges supérieures, qui cotise en classe C, parce qu'elle a été très prévoyante, et donc qui a décidé de mieux se couvrir par son régime de base. Donc là, quand on rentre un petit peu dans le détail de Marie, on voit aussi que même si elle est en classe C, en fait, les arrêts de travail, comme je vous disais, les 90 premiers jours, elle perçoit la moitié, mais après, c'est plus rien. Les frais pro, c'est rien du tout, jamais. L'invalidité, malheureusement, ça augmente un peu, mais comme vous le voyez, ça reste extrêmement faible, puisque si elle est invalide à 66%, c'est jamais que 1 447 € par mois. Et en cas de décès, comme Marie est un peu charge de famille, c'est malheureusement trop faible, et en termes de capital décès, et en termes de rente. Alors, vous avez des rentes un petit peu dans votre... ça, c'est le régime que toucherait Marie avec la CIPAV. Donc, il y a des rentes, mais comme vous le voyez, qui ne sont pas non plus gigantesques ici. Donc là, notre préconisation serait toujours la même, de maintenir 100% du revenu, que Marie, comme elle est à son propre compte, elle puisse en fait définir, elle puisse faire face à ses frais professionnels, que dès 66% d'invalidité, elle ait 100% de son revenu également qui soit garanti, et que en cas de décès, comme Marie est un peu charge de famille, la bonne pratique, on va dire, la norme, c'est de dire c'est 2 ans de revenus, plus 1 an si on a un conjoint, plus 1 an par enfant. Il faut que vous sachiez, le capital décès, ce n'est pas non plus une garantie qui est extrêmement chère, parce qu'en fait, Dieu merci, on ne meurt pas très souvent. Et donc, en fait, c'est plus les arrêts de travail qui sont un petit peu chers dans une cotisation de prévoyance. Donc, le fait de couvrir des très, très gros risques, comme le décès, n'est pas quelque chose de très cher. Donc, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas trop mégoter, parce qu'en revanche, quand ça arrive, on peut laisser les situations un peu dramatiques derrière soi. Donc là, en l'occurrence, pour Marie, ça coûterait 207 € par mois de cotisation. Enfin, c'est une estimation, c'est-à-dire que chez les différents assureurs, ça va aller probablement entre 180 et 250 ou 300. C'est très important de bien comparer parce qu'en fait, il y a un écart de prix assez significatif entre les différents assureurs. Mais c'est l'ordre d'idée. Et toujours pareil, ce serait une charge déductible pour Marie. Donc, voilà un petit peu le tour d'horizon. Alors, évidemment, on n'a pas tout dit. Et je vois des questions qui... Alors, moi, je ne les ai pas trop regardées, mais peut-être, Olivier, tu as relevé certaines questions. Je te propose de me laisser à la limite, je le prends. Coupe ton son. Il est coupé. C'est bon ? C'est bon, ouais. Pardon. Excusez-nous pour le Larsen. Non, coupe ton son, je vais mettre mon son. T'as coupé ton son ? Ouais. Pardonnez-nous pour le Larsen. Il y a eu pas mal de questions, notamment Célia. Je crois qu'il y avait même une question sur la maternité, si je ne dis pas de bêtises, à un moment donné. C'est ça. Je suis en train de remonter. Pardonnez-moi. Hop là. Alors, je vais plutôt d'abord prendre la question d'Audrey, qui disait, pour définir le niveau d'invalidité, la CIPAV prend-elle en compte les spécificités de chaque profession ? Ou est-ce là que réside l'intérêt de prendre une prévoyance ? Y a-t-il des prévoyances spécialisées pour les ostéos du coup ? Est-ce que la CIPAV prend en compte les spécificités de votre métier ? Bien évidemment, comme Antoine le disait, votre dossier est confié à ce qu'on appelle un médecin examinateur qui va définir votre niveau d'invalidité. Et le médecin examinateur
prend bien évidemment en considération le métier que vous faites. C'est ce qu'on appelle donc le barème professionnel, comme l'a dit Antoine très justement. L'assureur a son propre médecin examinateur aussi, donc l'assureur de complément va aussi vous faire passer des tests pour savoir quel est votre niveau d'invalidité. En ce qui concerne la prévoyance, oui, il y a des prévoyances spécialisées pour les ostéopathes. Il y a des barèmes d'invalidité qui sont aussi spécialisés pour les ostéopathes que vous trouvez dans certains contrats qui sont bien fichus. Donc, quand vous allez voir un courtier d'assurance, faites bien attention à ce que le contrat qui vous est proposé soit un contrat dans lequel il y a un barème que vous puissiez lire. Voilà, c'est la meilleure réponse que je puisse vous donner. En fait, peut-être un élément complémentaire. Ce que je disais, c'est qu'il est très important que, comme vous êtes des professions, toutes les professions médicales et paramédicales, c'est très important que vous soyez assuré au barème professionnel parce que vous êtes des métiers où vous engagez beaucoup plus votre corps et donc vous pouvez être amené à avoir des problèmes corporels qui sont beaucoup plus invalidants pour l'exercice de votre métier, comme les infirmiers, comme les médecins, les dentistes, les chirurgiens. Donc, toutes les professions médicales, paramédicales au sens large, vous êtes, il faut vraiment que vous soyez sur des barèmes professionnels. Et donc, dans votre contrat de prévoyance, il y aura marqué petit 1, barème professionnel, petit 2, votre profession ostéopathe. Donc, le médecin examinateur dont parlait Olivier va examiner votre invalidité sur la base de est-ce que vous pouvez ou non continuer à exercer le métier d'ostéopathe. Voilà. J'ai retrouvé la question de Célia concernant la grossesse. Alors, c'est drôle, mais la semaine prochaine, on organise un webinaire justement sur le sujet de la grossesse pour les professions libérales, mais je vais quand même vous en donner un petit aperçu aujourd'hui. La grossesse n'est pas considérée comme un arrêt maladie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est prévu. Et donc, l'assureur considère que pendant les 4 mois, pardonnez-moi, les 16 semaines, les 4 mois de la grossesse normale, le contrat de prévoyance ne s'active pas. Heureusement, la sécurité sociale prévoit quelque chose via la CPAM. Vous toucherez un revenu de remplacement qui est de l'ordre de 56 € par jour, donc ça fait 1 690 € par mois, ainsi que un forfait naissance qui est de 3 428 € qui est versé en 2 fois. Une fois aux 7 mois de grossesse et une fois après l'accouchement. Donc ça, c'est le maintien de revenu qui est prévu par la CPAM pour toutes les professions libérales. Voilà, je reprends une dernière des questions. Laurie, qui me dit, on me propose une prévoyance sans prime de naissance, mais par contre, tout congé patho, quelle que soit la patho pendant la grossesse, est prise en charge. Effectivement, ça me permet donc de terminer mon information sur la grossesse. En cas de grossesse normale, je vous ai déjà donné l'info. En cas de grossesse pathologique, bien évidemment, c'est un cas d'activation de la prévoyance parce que les choses se passent mal. Qui dit les choses se passent mal dit activation de l'arrêt de travail pour maladie. Et dans ce cas-là, vous activez les garanties de votre prévoyance. En revanche, le forfait naissance n'est pas toujours automatique dans un contrat de prévoyance. C'est un espèce de bonus que donnent certains assureurs. Tous ne le font pas. Attention à une chose, c'est qu'en général, les assureurs qui l'ajoutent dans leur contrat sont toujours un peu plus chers que les autres. Quand on a un petit bonus, c'est qu'on le paye quelque part. Et donc, faites attention à ce que les cotisations ne soient pas beaucoup plus élevées juste pour avoir ce forfait naissance, cette prime de naissance. Alors, je reprends une seconde. Je t'en mets deux. Il y a une question. Dans le cas où on habite avec son conjoint et qui bénéficie d'une mutuelle avec son entreprise, peut-on en tant que libéral y souscrire en second assuré ou alors est-ce que ça n'a rien à voir? Alors, la mutuelle et la prévoyance, c'est deux choses différentes. Alors, il s'avère que parce que les assureurs ont parfois une forme de perversité lexicale, ils appellent parfois les contrats de mutuelle des contrats de prévoyance santé. Mais en fait, dites-vous, la prévoyance, c'est vos arrêts de travail, votre invalidité, votre décès. Et la complémentaire santé, c'est ce qu'on appelle communément la mutuelle. La mutuelle, ça rembourse votre médecin, vos médicaments, vos machins, etc., vos hospitalisations, vos lunettes, voilà. Et la prévoyance, c'est ce dont on vient de voir aujourd'hui, c'est le maintien de vos revenus, le maintien de vos choses comme ça. Donc, c'est deux choses qui n'ont strictement rien à voir. La mutuelle, ça peut être des contrats au niveau de votre famille. Donc, si votre conjoint est salarié, vous pouvez tout à fait, effectivement,
vous rajoutez sur la mutuelle de votre conjoint salarié, ils mettent toute votre famille, etc. La prévoyance, c'est un contrat qui est individuel. Donc, si votre conjoint a une prévoyance dans son entreprise qui fait que si lui aussi ne peut plus travailler ou qu'il meurt ou qu'il se passe quoi que ce soit, il a des droits, ça ne vous couvre pas. En fait, ça ne peut vous couvrir qu'en tant que bénéficiaire. Mais la prévoyance, c'est un contrat perso. Donc, personne, vous ne pouvez pas vous rattacher à la prévoyance de quelqu'un d'autre. Donc, c'est toujours de votre responsabilité personnelle que de vous occuper de votre prévoyance. Mais vous pouvez utiliser la mutuelle de votre conjoint. C'est tout à fait possible et permis. Excusez-nous parce qu'il y a pas mal de questions. Donc, Oui, on peut en rater certaines. Je ne sais pas si Alexandre t'en a identifié une ou deux. Alors, j'ai répondu à la question de Célia, mais vous pouvez juste peut-être confirmer. C'est comment est-ce qu'on sait à quelle classe on cotise auprès de la CIPAV? Alors, c'est un choix. Par défaut, vous êtes en classe A. C'est un choix que vous avez fait. Alors, je ne saurais pas exactement vous dire. Il faudrait que vous regardiez probablement dans vos relevés CIPAV. C'est marqué quelque part. Je ne saurais pas vous dire précisément où. J'en suis désolé. Ça doit être dans vos relevés CIPAV. De ce que je sais, je pense que c'est fait automatiquement. Par défaut, on cotise en classe A, sauf si on indique le contraire. Et de toute façon, on peut toujours appeler la CIPAV et contacter la CIPAV pour changer de classe dans le cas où on voudrait changer de classe. Mais le site est plutôt bien fait de mémoire sur la CIPAV. On explique pas mal, en tout cas, la différence de classe et ce à quoi on cotise. Exactement. Alors, que vous ayez en tête les cotisations aussi, parce que la prévoyance de base, CIPAV, ce n'est pas quelque chose de gratuit. Quand vous êtes en classe A, vous payez 76 € par an de cotisation, mais comme on l'a vu, vous n'avez pas grand-chose. En classe B, 228 € par an, et en classe C, 380 € par an. D'accord ? Donc, peut-être en fonction de ça, c'est des choses. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses ? Il y avait une question de Thibaut et de Elie aussi. Un cabinet de courtier. Ouais. Alors, écoutez, c'est très simple. Un cabinet de courtier, c'est gratuit. En fait, les assureurs, ils distribuent leurs produits ou de deux façons, ou en payant des commerciaux chez eux pour proposer leurs produits ou des agents généraux. Et dans ces cas-là, en fait, ils payent des salariés, ou ils rémunèrent des courtiers pour le faire. Donc, en fait, le contrat est toujours exactement au même prix. Et nous, on est rémunéré par l'assureur, c'est-à-dire que l'assureur, au lieu de payer un salarié pour le faire, il paye un courtier pour le faire. L'intérêt après de passer par un courtier, c'est que nous, on n'a pas de… On s'en fiche en fait de proposer un contrat, un autre ou un troisième. Donc, on ne travaille pas avec le monde entier, mais en fait, il y a un courtier, c'est un petit peu comme une plateforme, il est supposé être indépendant dans le fait de vous orienter vers tel ou tel contrat, parce que tous les assureurs payent à peu près le même pourcentage au courtier. Donc, de ce point de vue-là, c'est neutre. Et après, le courtier, ça permet aussi d'avoir un seul interlocuteur pour peut-être sa prévoyance, sa mutuelle, sa retraite complémentaire, des choses comme ça. Parce que c'est jamais chez le même assureur qu'on va trouver le bon trio ou les 4 assurances dont on a besoin qui sont les meilleurs, parce que les assureurs, en général, ils sont très bons sur un point, moins bons sur un autre, etc. Donc, le bon portefeuille, le bon mix, c'est jamais chez un seul assureur. Donc, où on s'amuse à avoir 3-4 interlocuteurs différents, ou on passe par un courtier qui va centraliser en fait un petit peu ces 3 ou 4 contrats d'assurance. Voilà. Mais un courtier ne coûte jamais plus que si on ne l'utilise pas. Et juste pour préciser aussi, le fait que vous soyez neutre et indépendant, ça permet aussi aux ostéopathes de notre communauté, en tout cas, de bien définir leurs besoins avec vous, avec un courtier comme promis, dans le sens où aussi on va directement contacter un assureur ou on se fait démarcher par un assureur. Des retours que l'on a en tout cas de notre communauté, c'est qu'il y a beaucoup d'assureurs qui vont toujours essayer de vous vendre le plus de choses possible, même si on n'en a pas forcément besoin, alors que de passer par un courtier, ça permet aussi de bien définir les besoins, de ne pas vous surfacturer pour des services dont vous n'avez pas forcément besoin. C'est ça. Et puis vos besoins, ils évoluent dans le temps. Exactement. Et puis vous allez avoir des réalités peut-être d'installation, des réalités des revenus qui montent, des revenus qui baissent, des situations de famille qui évoluent. Donc c'est important. Je pense que c'est important d'avoir le 06 de quelqu'un sur ces sujets aussi clés et de pas
Célia, je ne sais pas si c'est dans le cadre de ce webinaire. Qu'est-ce que vous demandiez, Célia? Je reçois un grand nombre d'appels concernant les mises à jour CIPAV ou encore des personnes. Oui, alors malheureusement, le monde de l'assurance est peuplé de gens très indélicats au téléphone. Donc, a priori, vous ne recevez jamais d'appels de la CIPAV. Vous recevez des appels de gens qui cherchent un peu brutalement à vous vendre des assurances. Mhm. La conseillère avec qui j'ai renégocié mon contrat de prévoyance a mis en avant qu'un contrat était protégé en cas d'arrêt de travail dû aux pathologies psychologiques. Oui, alors effectivement, dans certains contrats, donc bon, nous chez Promis, en fait, on a développé une application, un logiciel d'une certaine façon qui compare les prévoyances. C'est extrêmement difficile de comparer les prévoyances parce qu'il n'y a pas que le prix. Autant pour assurer son appartement, c'est à peu près toujours les mêmes garanties et puis c'est le prix qui fait la différence entre les assureurs ou même son automobile. La prévoyance, c'est tout un tas de petits détails techniques. Là, je vous ai fait grâce de 9 détails sur 10. Et notamment, effectivement, la prise en charge des affections psychologiques, des petits détails techniques comme par exemple les délais d'attente, c'est-à-dire au bout de combien de temps on est couvert quand on souscrit, parce que les assureurs veulent se prémunir contre le fait de souscrire le lundi et de se mettre en arrêt le mardi. Voilà, donc en fait, il y a tout un tas de petits détails techniques dans les contrats qui font qu'il est très important que vous preniez le temps d'exprimer vos besoins, de sorte à trouver le contrat qui correspondra à vos besoins et à vos craintes. Effectivement, la prise en charge des affections, des pathologies psychologiques, burn-out, dépression, etc., c'est un avantage pour certains, c'est quelque chose qui n'est pas un avantage pour d'autres. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est que ce sont des contrats qui doivent épouser les contours de vous, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions auxquelles on n'aurait pas répondu, qui seraient passées dans le fil et qu'on aurait un petit peu omises? Si c'est le cas, peut-être de Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Dernière question. Ah non, c'est liquide. Ça prend combien de temps pour être mis en place? Ça ne prend aucun temps. Vous avez, nous, dans notre processus, alors d'abord, voilà, effectivement, Fedor, c'est un expert privé chez nous, chez Promis. Donc, sachez qu'à la différence de certains dont on a parlé, on ne vous rappellera pas, mais Alexandre va vous faire passer probablement un lien, etc., qui vous permettra de rentrer en contact avec nous si vous le voulez. C'est gratuit, c'est sans obligation, etc. Alors, je sais que ça fait un peu galvaudé de dire entrer, c'est gratuit, mais enfin, c'est un peu vrai. Il y a une étude, il faut retenir entre 30 et 45 minutes pour faire le boulot convenablement, parce que c'est certainement pas le genre de protection que vous mettez en place en 3 clics ou en 3 minutes. Il faut faire les choses un peu sérieusement, parce qu'après, ça va vous accompagner pendant des années. Donc, il faut compter entre 30 et 45 minutes. À la suite de ça, vous avez des propositions qui sont émises de façon un peu automatique, etc. Et à la suite de ça, la souscription, c'est quelque chose d'hyper simple et vous êtes couvert dès le jour J, en fait. Les travailleurs handicapés sont-ils deux choses différentes? On en a un petit peu parlé. Vas-y, alors si tu veux. Invalidité et travailleurs handicapés sont-ils deux choses différentes? L'invalidité résulte d'un problème de santé qui vous laisserait dans l'incapacité d'exercer votre métier à 100% de ce que vous le faisiez avant. En ce qui concerne le travailleur handicapé, si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est un état de fait qui est plus ancien et qui ne résulte pas forcément d'un problème de santé. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Célia, c'est à vous de me dire. Je pense que c'est la meilleure réponse à apporter. Là, si vous voyez ça dans un contrat de prévoyance, moi je ne l'ai jamais vu. Ah bah, si j'ai répondu à votre question, ça me va. Très bien. Ouais, c'est vrai. Écoutez, si vous n'avez plus de questions, on va probablement clore le webinaire maintenant. Merci infiniment. Merci Alexandre. Merci à vous, Olivier. Merci Antoine. Et merci Marie aussi pour l'organisation. Donc, j'espère que ça vous a servi. On a répondu à quelques questions assez précises, donc ça c'est toujours sympa. Je vous ai laissé le lien donc, pour prendre rendez-vous avec Fedor, donc de l'équipe Promis. Encore une fois, pour une simulation qui est gratuite. J'imagine que vous pouvez aussi lui poser
toutes les questions que vous n'avez pas pu poser aujourd'hui. Et je vous enverrai un mail récapitulatif aussi par rapport à tout ça. Et Antoine, je te laisse le dernier mot, ou Olivier. Oui, juste un petit point, donc, que vous le sachiez, donc, on est à votre disposition. Également pour les problématiques de retraite et d'épargne à long terme, d'épargne dans la logique de retraite, il y a eu aussi des actualités. On a vu l'actualité là sur la prévoyance avec l'UNAPL là, en juillet 2021. Pour la retraite, vous avez certainement été informé aussi avec la mise en place du plan d'épargne retraite. C'est des choses qui sont importantes aussi. Donc, il est aussi important, je crois, que vous ayez une vision claire de votre retraite CIPAV, qu'elle soit retraite de base et retraite complémentaire. C'est des choses qui se simulent, c'est des choses qui se prévoient, c'est des choses, voilà. C'est important que vous ne fassiez pas l'impasse sur ces sujets-là. À minima, l'idée, c'est pas de faire ça. L'idée, c'est que vous preniez des décisions éclairées, en tout cas. Donc, voilà, donc c'est des choses qu'on adore faire. Étonnamment, c'est des choses qui nous passionnent. Voilà. Donc, on est à votre dispo. Et puis, merci beaucoup à tous d'avoir été là et d'avoir été aussi riches dans le flux de questions. Merci encore. Et pour terminer, donc, le webinaire, oui, il sera dispo en replay, donc directement sur notre plateforme Milou. Donc, je pense que la majorité d'entre vous avaient un compte sur Milou pour retrouver le webinaire. Et on le donnera aussi à l'équipe Promis. Alors, je ne sais pas s'il sera dispo, en tout cas publiquement, mais voilà. Si, il sera disponible sur notre page LinkedIn aussi et sur notre chaîne YouTube. Ok, bah on fera un suivi par mail en tout cas, et merci à tous, et merci encore une fois à Marie, Olivier et Antoine. Bonne journée à vous tous. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir.